Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur une vidéo troublante qui avait provoqué un élan de sympathie à travers le pays. C'était en 2012. Amanda Todd, à peine âgée de 15 ans, s'est suicidée. Elle avait choisi de faire part de sa détresse sur Internet, le médium où avaient commencé ses problèmes. des histoires étranges de l'ère numérique. À l'ère des réseaux sociaux, l'intimidation chez les jeunes connaît une croissance fulgurante. Le contenu partagé en ligne devient une arme de chantage dangereuse, surtout lorsqu'il tombe entre les mains de gens mal intentionnés. La jeune Canadienne Amanda Todd est devenue le visage mondial de la cyber-intimidation alors que son suicide a fait le tour du monde en 2012. Elle avait à peine 15 ans. Aujourd'hui, on revient sur les faits marquants de cette histoire touchante, tout en se plongeant au cœur des réseaux obscurs d'intimidation en ligne. Toi, Seb, est-ce que tu as déjà été victime d'intimidation quand tu étais jeune? Oui, au secondaire, en fait, moi j'allais dans une école privée qui n'était pas dans le même secteur que le mien, donc j'avais pas nécessairement mes amis à la base qui allaient à mon école. Puis les gens de l'école secondaire où j'allais n'écoutaient pas la même musique que dans mon coin, si on peut dire. Donc oui, je souffrais d'intimidation par rapport à mes choix musicaux. Donc c'est ça, mais ça s'arrêtait à l'école. Tu sais, il y avait pas de texto, il y avait pas de Facebook, j'avais pas de email que je pouvais recevoir. Ça s'arrêtait là. Je pouvais pas, j'avais pas d'outils qui leur permettaient de me rejoindre en dehors de l'école. Parce que maintenant, c'est un peu ça qui a changé, c'est que l'intimidation a pris des proportions fulgurantes depuis quelques années, depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Les jeunes vont poster du contenu qui peut se retourner contre eux et être victimes d'intimidation en dehors de l'école. Donc ça va sur leur réseau en ligne jusqu'à rejoindre leurs amis, leur réseau de courriel, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça. Donc vraiment, on vit une nouvelle ère d'intimidation. Je suis content qu'aujourd'hui on aborde le sujet de Amanda Todd. C'est un sujet triste. C'est une jeune fille qui a connu une fin tragique en 2012, alors qu'elle s'est suicidée à l'âge de 15 ans, après avoir longtemps souffert d'intimidation en ligne. Amanda Todd, encore pire que ça, elle s'était retrouvée au sein d'un groupe de gens bien organisés en ligne, un réseau de gens qui font du chantage, qui sont habitués de prendre au piège des jeunes filles comme ça. Et puis, j'espère qu'aujourd'hui, on pourra peut-être donner des conseils aux parents et futurs parents ou même à ceux qui ont des amis, des sœurs, des frères plus jeunes qui parfois n'ont pas tous les outils qu'il faut pour se protéger sur le web. Non, exact. Parce qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de nouveaux outils que les jeunes, eux, sont au courant parce qu'ils ont le temps puis il y a toute la bouche à oreille entre eux qui s'échangent cette information-là. Nécessairement, ça se rend pas nécessairement aux parents. Exact. Donc, ils n'utilisent pas seulement des outils mainstream là, comme Facebook, YouTube, Twitter. Ça va au-delà de ces outils-là. Il faut être conscient que les jeunes peuvent utiliser d'autres outils pour communiquer entre eux. Ça risque d'être un épisode fort intéressant. Sinon, on remercie tout le monde qui nous ont donné des reviews 5 étoiles sur iTunes. Merci de nous suivre sur Google Play aussi, sur Stitcher même, on est là depuis cette semaine. Et bien sûr, sur Facebook, Twitter, Distorsion Podcast, on est facile à trouver. Merci de nous suggérer des sujets. On est toujours à la recherche de perles rares. Et voilà, est-ce qu'on est prêt à commencer cet épisode, Seb? On est prêt. Amanda Michelle Todd est une Britanno-colombienne née le 27 novembre 1996. Amanda, en fait, quand elle était jeune, dès son plus jeune âge, selon sa mère, en fait, elle était très à l'aise avec la technologie. Pour elle, un ordinateur, se filmer, mettre des vidéos sur le web, ça a toujours été quelque chose de facile pour elle. Et elle avait quand même une tendance à aimer le spectacle, à aimer le famous. Elle venait d'une famille de parents divorcés quand même quand elle était assez jeune. Mais c'était des parents qui avaient une bonne entente entre eux. Il y avait une relation harmonieuse. Elle avait une garde partagée entre son père et sa mère. Ça, de ce côté-là, tout allait bien. Famille de classe moyenne, je pense. Ouais. Et elle s'est mise à chanter, en fait. Elle aimait faire des covers, puis elle les mettait sur YouTube.
Et ça lui donnait quand même de l'attention et tout ça. Puis elle s'amusait. C'était des projets artistiques, rien de bien différent que de beaucoup de jeunes filles font actuellement sur le web. Elle était peut-être une future star ou une future chanteuse, ou je pense qu'elle aimait bien faire des covers d'Adèle, justement, ou de chanteuses populaires comme ça. Un peu, mais on rit, mais tu sais, Justin Bieber a été découvert un peu de cette manière-là en faisant des covers sur YouTube. Là, donc, pourquoi pas? Là, on n'est pas là pour évaluer les talents d'Amanda, mais tout de même. Donc, c'est ça. Et là, à un moment donné, dans sa jeunesse, la webcam est arrivée. Ça s'est démocratisé. Et là, elle voulait une webcam. Ses parents lui en ont acheté une. Sa mère était plus ou moins d'accord avec ça parce que je pense que sans tout savoir ce qu'elle pouvait faire avec ça, je pense qu'intuitivement, pour elle voyait un genre de danger, en fait, puis elle avait pas tort. Mais chez son père, lui, voyait pas ça du tout comme une menace. Il voyait ça plutôt comme un outil, un outil créatif et artistique, un peu justement, qu'elle faisait ses covers. Il y avait pas tort non plus. Quel genre de réseau elle utilisait? Je sais que Facebook était existant, évidemment, mais je crois que c'est plus des réseaux vraiment centralisés sur la webcam, un peu comme moi, il y a juste Chatroulette qui me vient en tête, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Je suis un peu comme toi, là, moi aussi, dans ce genre de réseau-là, de streaming, de live streaming, il y a toujours juste Chatroulette qui me vient en tête. Elle, en fait, elle performait sur YouNow et Blog TV. En fait, puis maintenant, après des vérifications, les deux sont la même plateforme. Et donc, c'était des réseaux en ligne où un peu le même principe que Chatroulette. Ceux qui connaissent pas, en fait, c'est que au hasard, en fait, en fait, c'est pas un peu comme Chatroulette, c'est plus des chatrooms mais vidéo. Donc, et les gens, bon, ils vont sur une chatroom, puis il y a quelqu'un qui prend un peu l'avant-scène, si on veut, du spectacle. Donc, elle se filme et les gens chattent et commentent. Là, rien de bien nouveau. Et les jeunes filles aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ça leur permet de rencontrer des amis, de connecter avec des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux autres. Je suis allé tout à l'heure sur YouNow faire un petit tour. Ça me fait penser un peu à un Twitch. On connaît bien Twitch pour les jeux vidéo. C'est un peu similaire. Donc, on rejoint la chaîne personnelle de quelqu'un. Il y a sa vidéo qui est là. On voit le nombre de personnes qui sont live. On peut chatter avec ces gens-là via le genre de chatbox à droite. On peut envoyer des emojis, des trucs drôles. Puis ça me fait beaucoup penser à Twitch, mais vraiment pour les vlogs, si on veut, là, pour la vie personnelle en direct. Ces systèmes-là, en fait, ils encouragent un peu les jeunes à l'utiliser et à encourager leurs famous parce qu'ils ont leur nombre de views. Je sais qu'ils donnent des prix aussi pour ceux qui ont eu le plus de popularité dans la semaine. Donc, tout pour encourager justement les jeunes à s'exposer puis à faire des actions qui vont disons, les propulser dans un rang de popularité. Puis on le sait, c'est quoi, là, les jeunes, ils ont beaucoup d'influence, sont très influençables. À cet âge-là, spécialement, elle a 13-14 ans, on recherche beaucoup d'attention, puis on recherche l'approbation des autres. Hein. On aime bien se faire complimenter. Je pense que c'est ce que Amanda recherchait. C'était quelqu'un d'assez extraverti. Elle aimait performer, comme tu l'as dit. Donc, elle allait chercher sur ces sites-là vraiment l'approbation de ses amis. Elle allait chercher un peu ses minutes de gloire d'une certaine façon. Et un soir, Cutie Lover, en fait, qui était son nickname utilisé sur ce genre de réseau-là, Cutie avec 2 i. C'était une bonne soirée, là. Il y avait au-dessus de 150 personnes live qui regardaient son streaming. Et il y a quelqu'un qui a demandé, qui l'a mis au défi de lui montrer ses seins à la caméra devant tout le monde. Et bien sûr, après avoir hésité quelque peu, elle l'a fait sous la pression numérique, le peer pressure, comme on peut dire. Et elle a montré ses seins. Ça, quand vous faites ça sur l'Internet, la capture d'écran peut être assez rapide. Ça va être du live streaming, que c'est pas enregistré. Donc, le mal était fait. Et il y a des gens qui n'attendaient que ça, en fait. Il y a des gens qui étaient dans sa chat room et on y reviendra peut-être plus tard, mais il y a des gens dont c'est principalement presque l'emploi, en fait, de surveiller les chat rooms à la recherche du moment où une jeune fille va faire un geste irréparable de cette façon-là. C'est à partir de ce moment précis que la vie d'Amanda Todd va prendre une tournure vraiment sombre. Elle va être contactée par un certain Tyler Boo qui va la menacer constamment sur une longue période. Il va même commencer par envoyer les photos qu'il a prises lorsqu'elle a montré sa poitrine à plusieurs des contacts d'Amanda.
Il a réussi à la retrouver, en fait, sur Facebook. Et il a envoyé, c'est ça, à tous ses 150 amis Facebook. Sa mère, imagine. Ah oui. Sa mère, quand elle a reçu ça, elle a été quand même en état de choc, là. Mais elle disait qu'elle n'était pas si surprise, dans un sens, malgré le choc. Parce qu'elle connaissait un peu les habitudes d'Amanda, puis pas qu'elle se doutait que ça allait aller aussi loin, mais elle se doutait qu'il se passait des choses sur Internet au niveau de sa fille qui mériterait un peu plus d'investigation. Mm-hmm. Elle était toujours en désaccord avec la webcam. Et suite à ça, ses proches, en fait, ont contacté le RCMP, un peu la GRC, si vous voulez, là, du Canada, parce que c'est quand même, tu reçois une photo, les seins nus de ton ami par un inconnu sur Facebook, et il y a quand même, du moins, je trouve que la vigilance de ses proches a été quand même respectable. Il y a des bonnes raisons de s'inquiéter. Mm-hmm. Et la police s'est rendue chez Amanda pour vérifier si tout allait bien. Et ça s'est arrêté là. Et même Amanda, son père, je regardais un reportage, son père nous disait que pour elle, c'était pas si grave que ça. À ce moment précis des faits, là, pour elle, bon, j'ai eu une capture d'écran, les gens les ont vus, mais bon, ça peut arriver. Elle s'inquiétait pas plus que ça. Évidemment, ça a circulé dans son cercle d'amis, ça a circulé à l'école. Elle était un peu connue comme la fille sur le screenshot, en fait, là, the girl in the picture, d'une certaine façon. Mais comme tu dis, c'était juste le début, c'était juste la pointe de l'iceberg. Mais à l'école, l'intimidation quand même a continué malgré... parce que veux pas, je veux dire, il y a quelqu'un de ton école, tout le monde de ton école t'a vu les seins nus, un peu comme tu disais, là, elle subissait vraiment des ragots, même qu'elle a dû changer d'école en cours de route parce qu'elle était plus capable d'aller à l'école, là, ça devenait quand même trop gros, là. Explique-nous donc un peu, c'était quoi le modus operandi de Tyler Boo, parce qu'il a pas juste envoyé la photo à 150 personnes, par la suite, il a fait d'autres manœuvres pour la faire chanter. En fait, le stratagème est toujours un peu le même. Dans le fond, ils deviennent, au départ, ils sont gentils avec toi. Ils ont quand même des discussions amicales. Ils s'attachent, ils essaient un peu que tu t'attaches à eux. Et par la suite, bon, ils essaient de t'échanger justement des photos de toi nu pour son propre bonheur. Là, lui, il avait déjà la photo d'Amanda, mais il lui dit, la menace en fait qu'il lui faisait, c'est que si tu m'envoies pas un nouveau show, il appelle ça des spectacles, en fait des shows. Oui. Si tu me fais pas un nouveau show, ben moi je vais l'envoyer encore à d'autres personnes. Ta photo. Donc, il joue toujours sur cette extorsion-là. Et les jeunes filles sont un peu vulnérables là, quand même à leur âge. Tu sais pas trop à qui tu parles. T'as vraiment l'impression que si tu le fais pas, ben, tu pourrais te retrouver encore plus avec des problèmes. Donc, souvent, les jeunes filles ont tendance à le faire. Mais Amanda a quand même résisté du moins quelques temps là, avant de passer à l'acte. Là. Oui, elle semblait vraiment elle voulait pas embarquer vraiment dans le jeu de Tyler Boo. C'était clair qu'il la faisait chanter, mais elle, de son côté, elle réagissait plutôt violemment. Non, il n'est pas question que je fasse ça. Attaque-toi à d'autres gens, ça m'intéresse pas. Puis, elle résistait vraiment. Même avec sa mère, ils sont allés porter plainte officiellement à la police, en fait au RCMP, pour porter une vraie plainte d'harcèlement là, par rapport à de chantage. Et la police a pris les informations. La seule chose qu'ils ont dit à Amanda et à sa mère, c'est qu'elle devrait cesser d'utiliser ces réseaux-là. Simplement. Comme si c'était simple comme ça. Ça veut pas dire que parce que toi t'arrêtes, tout le monde arrête autour de toi. Là. Donc tes images circulent quand même, ta réputation peut quand même être attaquée, puis tu peux quand même te faire intimider par tes amis de classe. Là. Donc même si t'arrêtes tout contact avec les réseaux sociaux, ça règle pas vraiment le problème. Non, c'est vraiment, en fait, je sais pas si c'est un manque de connaissance de la police ou ils n'ont pas pris ça en compte. Si c'est quelqu'un qui se fait attaquer pour vrai physiquement, ben là, ils vont faire une action. Étant donné que là, c'est du chantage numérique, on dirait qu'ils prennent pas la menace au sérieux. Donc, ils font rien. Puis Amanda, en fait, elle est tombée entre les mains d'un réseau qu'on appelle les cappers. Et ça, c'est intéressant d'en parler. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ce sujet-là. Même chose pour moi. On apprend les choses en faisant des recherches sur distorsion. Mais les cappers, eux, ont souvent, comme tu dis, le même modus operandi, c'est-à-dire qu'ils vont être bien organisés, ils ont des réseaux à eux.
sont organisés sur des forums, sur différents endroits, différents chat rooms, sont quand même assez underground. C'est pas un groupe qui est très public, mais sont très nombreux. Et ce qu'ils font, c'est des gens qui, justement, se tiennent dans les chat rooms et qui essayent de convaincre les jeunes filles ou même les jeunes garçons de faire des choses qu'on pourrait leur reprocher, là, de montrer leurs parties génitales ou de faire des trucs humiliantes pour au départ, c'est dans le but c'est par flatterie, c'est dans le but de les convaincre que ce qu'ils font c'est bien, puis de leur ramener de l'attention et tout ça. Puis aussitôt que ça arrive, en fait, ils vont prendre un screenshot et ils vont le poster sur leur réseau à eux. Puis en creusant un peu dans ce monde obscur de, je sais pas si on doit appeler de la pédophilie en ligne, là, mais il y a certainement un peu de ça là-dedans, mais ils sont vraiment bien organisés. Ils vont même jusqu'à faire un Daily Capper, qui est un show en ligne. Moi, j'ai trouvé un épisode sur YouTube qui est hyper critiqué. Je présume qu'ils sont sur des réseaux que moi je suis pas trop habitué d'aller, mais dans ces vidéos-là, c'est assez troublant en fait. C'est une genre d'animation un peu cheap en 2D, comme un présentateur télé. C'est une présentatrice en fait, avec une voix qui est interprétée par un robot, un peu comme Microsoft là faisait, le Microsoft Mic, où on peut lui faire dire des mots sans identifier la personne qui parle. Bref, c'est un peu comme un bulletin de nouvelles. Tout le bulletin est fait avec cette voix-là, avec cette animation cheap. Et puis, on fait le tour de l'actualité des cappers. Donc, qui est-ce qui a pris les meilleurs screenshots de la semaine, même de la journée? Qui est-ce qui a intimidé qui? On remet même des awards. En fait, je suis tombé sur un Capper Award où on récompense la personne qui a fait la meilleure intimidation de l'année. Le Capper qui a réussi à convaincre la jeune fille de descendre le plus bas, si on veut. Et dans quelques-uns de ces épisodes-là, les Cappers, justement, parlent d'Amanda Todd puis de ce qui se passe autour de ce cas-là. Donc, il y a vraiment un réseau organisé, un réseau international de gens dont c'est l'unique but. Ça commence par, comme tu disais, plaisir personnel, c'est-à-dire que si tu me fais pas un autre show de 10 minutes ou si tu m'envoies pas d'autres photos, je vais l'envoyer à tous tes amis, mais ça peut aller jusqu'à de l'extorsion monétaire. En fait, ils peuvent aller soutirer de l'argent à ces jeunes-là via leurs parents ou via d'autres moyens. Évidemment, ces gens-là sont un peu hackers, ils savent bien rester anonymes sur le web, ils savent bien se protéger, ils sont très durs à trouver. On va le voir plus tard, il y a eu des développements dans l'histoire d'Amanda Todd, même très récemment, mais c'est des longues enquêtes pour retrouver ces gens-là. Au début, Amanda, elle refusait de céder au jeu de Tyler Boo, mais à un certain moment, c'est devenu de plus en plus difficile pour elle de survivre à tout ça. Oui, parce que même Tyler Boo, en fait, il a créé d'autres profils. Il y avait Tyler C, il y avait Alice McAllister, il y a eu d'autres surnoms. Et il continuait toujours à poursuivre Amanda parce qu'elle a changé une autre fois d'école. Donc, elle a changé 2 fois d'école. Et malgré tout ça, il la retrouvait toujours. Il retrouvait son nouveau réseau de contacts. Il renvoyait les photos continuellement. Donc, ces gens-là ont beaucoup de temps à perdre, là, entre guillemets. Tyler Boo a même à un certain moment créé un faux profil d'Amanda pour réussir à contacter ses amis, puis d'envoyer des messages là, de haine aux amis d'Amanda, disant que justement c'était, je veux pas employer le mauvais mot ici à distorsion, mais en la traitant de tous les noms, puis en continuant d'intimider ses amis même. À l'été 2012, en fait, ça l'a mené à une dépression. Elle ne sortait plus de chez elle, elle avait des niveaux d'anxiété très élevés, elle était médicamentée. Écoutez, mettez-vous à sa place, ça, c'est vraiment pas évident. Et elle se faisait toujours retrouver par son prédateur. Donc, l'été 2012, elle l'a trouvé assez rough. Là. Et afin d'extérioriser ce qui lui arrive, puis de dénoncer toute l'intimidation dont elle est victime, un peu plus tard, après l'été 2012, en septembre 2012, elle va décider de sortir une vidéo sur YouTube, une vidéo qui aura beaucoup de visibilité et qui va être vraiment un signal d'alarme, non pas seulement à sa famille et à la police, mais à toute la communauté en ligne sur la cyberintimidation. La journée même de cette vidéo-là, une fois qu'elle l'a mis en ligne, en fait, elle a eu au-dessus de 900 000 commentaires et messages d'appui. Dans la vidéo, qui dure environ 7 minutes, avec des écriteaux de carton, elle nous écrit un peu tout ce qu'elle semble vivre, toutes ces émotions par lesquelles elle passe, un peu tout ce qu'elle a vécu. Elle explique qu'elle a montré ses seins, qu'après ça, Tyler la poursuivait, même malgré le changement d'école, qu'elle est tombée dans la drogue, l'alcool, qu'elle faisait beaucoup d'anxiété, de dépression. Elle nous raconte tout son parcours depuis le début avec son agresseur.
C'est une vidéo qui est quand même assez difficile à regarder, hein, qui est très très touchante. C'est des passages en noir et blanc. Parfois c'est même un peu creepy là, dans le montage. Et ce qu'elle écrit dans cette vidéo-là va même au-delà de son parcours avec son agresseur. C'est-à-dire qu'elle explique vraiment sa situation à l'école, sa situation psychologique. À un certain moment, elle explique qu'elle a commencé à s'auto-mutiler parce qu'elle avait trop de douleurs intérieures. Elle explique à un certain moment qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle a commencé à parler avec un gars un peu plus vieux qu'elle, qu'il l'a rencontré, qu'elle s'est attachée à lui, mais s'est rendu compte qu'il avait une copine, puis qu'après, quelques temps après, en fait, la copine s'est rendu compte que Amanda avait vu son copain, et puis elle a organisé une session là, d'intimidation avec 15 autres amis à elle, qui ont attendu Amanda après l'école et puis qui l'ont intimidée en lui disant que personne ne l'aime en face de 50 personnes. Elle s'est fait battre, elle s'est sauvée, elle explique qu'elle s'est cachée dans un ravin, que son père l'a retrouvée justement cachée dans un ravin, puis quand elle est revenue à la maison, elle a bu du bleach, en fait, là, du blanchissant, pour essayer de se suicider parce que justement c'était trop difficile de vivre avec toute cette pression-là. Une fois revenue de l'hôpital, elle est revenue chez elle, puis elle a remarqué que sur Facebook, tout le monde a continué encore à l'intimider par rapport à la bataille qu'elle avait eue. Et ça s'est su aussi qu'elle avait voulu se suicider avec de l'eau de Javel. Donc, ça continuait encore. Elle recevait de l'intimidation sur Facebook. Les gens, il y avait même des photos de marques d'eau de Javel, puis il la taguait dessus pour lui dire qu'elle avait manqué son coup, qu'elle devrait essayer d'autres marques d'eau de Javel pour se suicider. Quel enfer cette jeune fille-là a dû vivre lors de ces 2 années-là. Ça devait être incroyable, sans joke, toute qu'une situation. C'est une vidéo qui est quand même assez difficile à regarder, hein, qui est très très touchante. C'est des passages en noir et blanc. Parfois c'est même un peu creepy là, dans le montage. C'est une vidéo qui a vraiment fait le tour du monde. Moi, je me rappelle de l'avoir vue à l'époque. Ça faisait prendre conscience un peu de tout ce qu'elle a vécu. Puis, elle a eu une énorme réponse à cette vidéo-là. Oui, elle a eu la journée même ou les jours qui ont suivi le lancement de la vidéo, elle a reçu au-dessus de 900 000 messages de la communauté partout dans le monde qui l'encourageaient, qui dénonçaient la cyberintimidation. Et ça a même enclenché plein de gens qui se sont mis eux-mêmes à faire un peu le même processus de dénoncer leurs cyberintimidateurs en ligne sur YouTube. Même aujourd'hui, je regardais pendant qu'on faisait la recherche, il y avait encore plein de gens qui font une réponse à Amanda Todd et eux-mêmes la félicitent de son courage, mais qu'eux aussi racontent leur histoire de cyberintimidation. Ça touche vraiment, vraiment beaucoup de gens, hein, puis pas seulement les jeunes filles, les jeunes hommes, les homosexuels. Les jeunes hommes homosexuels sont encore plus victimes aussi qu'on peut l'imaginer, là. Exactement. Donc, c'est vraiment un cri du cœur, un cri d'alarme qui a résonné un peu partout. Puis, je pense qu'il a fait prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent en ligne auprès de nos jeunes qui devraient être surveillées. Malheureusement, ce vidéo-là n'a pas changé le parcours d'Amanda et 1 mois plus tard, dans la maison de sa mère, seule, ils l'ont retrouvée pendue. Elle s'est suicidée. Donc, triste fin pour Amanda Todd. Elle avait à l'époque 15 ans. Elle n'a pas pu soutenir plus longtemps les menaces qu'elle vivait auprès de Tyler Boo, qui ne l'a pas lâché pendant plus de 2 ans. Ça a duré quand même longtemps. C'est de l'acharnement. Hein. C'est vraiment de l'acharnement parce que l'événement en soi, lorsqu'elle a montré sa poitrine, c'est arrivé 2 ans auparavant. Le reste du temps, en fait, c'est là qu'elle a changé d'école, qu'elle s'est fait intimider constamment. Vraiment, il y a eu un acharnement incroyable qui a culminé en sa mort là, en octobre 2012. Quelques jours avant, ils ont retrouvé dans ses messages une discussion qu'elle avait eue avec une de ses fans, si on peut dire, avec la communauté. Et elle avait prévu au calendrier le 28 novembre de se faire tatouer Stay Strong sur le bras. Mais bon, elle s'est suicidée le 10 octobre. Donc, elle s'est jamais rendue à ce moment-là de se faire tatouer son hommage, si on veut, ou plutôt son leitmotiv, là, si on veut. Mais son père s'est fait tatouer le même tatouage avec dans l'encre du tatou Stay Strong, il a fait mettre des cendres d'Amanda. Donc, il y a un peu sa fille à l'intérieur de lui pour le reste des temps. J'ai trouvé ça quand même assez touchant comme geste. Je savais même pas qu'on pouvait faire ce processus-là. Là, de la quantité, selon moi, doit être minime pour pas empoisonner le corps. Mais quand même, c'est un beau geste de la part de son père. Non, exactement.
On saisit alors les 2 ordinateurs portables d'Amanda Todd parce qu'elle en avait 2. Et là, les policiers commencent à fouiller, commencent à faire le tour sur tout ce qu'elle a écrit, sur tous les messages qu'elle a reçus. Et c'est là que vraiment tout le monde a pris conscience de l'ampleur de la chose. Donc ses parents savaient qu'elle était intimidée, que ça allait pas bien à l'école, tout ça, mais ils ignoraient jusqu'où ça allait. Et ils ont découvert des milliers, des dizaines de milliers de messages échangés avec Tyler Boo qui crèvent le cœur, qui sont très difficiles à lire. Et à partir de ce moment-là, la police a eu un peu plus de matériel pour faire son enquête et de retrouver cet homme-là, en fait. On a parlé de Catfish dans un autre épisode sur Tall Hot Blonde. C'est un peu similaire ici. C'est simplement que le Catfish va encore un peu plus loin, c'est-à-dire la personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, la personne qui crée une identité en ligne afin d'escroquer une victime. C'est un peu le même principe, c'est juste qu'ici, c'est allé beaucoup trop loin. Mais il y a une chasse à l'homme qui est définitivement partie sur le web, menée par les policiers, menée par la communauté en ligne, et puis afin de retrouver qui est réellement Tyler Boo. Quelques jours après, Anonymous ont dévoilé parce qu'on sait Anonymous, le genre de regroupement de hackers, mais des bons hackers, en fait, qui sont là pour faire le bien, dénoncer le mal, les organisations politiques, la police, etc. Eux ont sorti une vidéo qui disait qu'il avait retrouvé le prédateur qui était responsable, si on veut, de la mort d'Amanda Todd. Et ils ont diffusé son adresse. C'était un Canadien. Comme tu dis, à l'octobre 2012, Anonymous, plus précisément la filiale New Jersey d'Anonymous, a mené l'enquête et il serait arrivé à traquer un homme du nom de Cody Maxon, qui serait un trentenaire de New Westminster, en Colombie-Britannique. Apparemment, selon les dires d'Anonymous, ce serait lui qui aurait intimidé Amanda Todd pendant toutes ces années. En enquêtant sur ce certain Cody, dont le nom de code en ligne était Cody 1206, on se rend compte que c'est pas un gars qui est très clean. C'est quelqu'un qui a des habitudes en ligne assez étranges. Les gens d'Anonymous sont bons pour faire des liens entre une plateforme et une autre. Ils se sont rendus compte que ce Cody-là avait déjà chatté avec Amanda, avec Cutie Lover, le nom, l'avatar d'Amanda, à quelques reprises dans le passé. Les policiers sont même allés rechercher cet homme-là. Ils l'ont interrogé. Il a avoué qu'il connaissait, qu'il avait une certaine relation avec Amanda. Donc, il y aurait eu des rencontres en ligne. Du moins, il aurait chatté avec elle à quelques reprises. Et en fouillant un peu plus, on s'est rendu compte aussi que Vice a mené une enquête à l'époque qui a été reprise aussi, qui était un peu controversée. Mais cet homme-là, Cody 1206, est un homme assez connu dans le monde des cappers, là, les gens justement qui prennent des captures d'écran afin d'intimider les jeunes. Ce gars-là, lorsqu'on fait le tour des Daily Cappers, parce que Anonymous ont fait l'enquête et d'autres gens l'ont fait avant nous, on se rend compte qu'il aurait reçu un award, en fait, pour la sextorsion de l'année dans le cas d'une jeune Peyton. Donc, il aurait intimidé cette fille-là très longtemps, pendant des années. Il aurait reçu un award pour son magnifique travail en tant que escroc du web. Et en fouillant un peu plus, on se rend compte que ce gars-là, Cody Maxon, a fait face à des charges de tentative de viol sur une mineure en Colombie-Britannique aussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un passé très clean, c'est quelqu'un qui a des habitudes sur le net assez extrêmes et assez malveillantes. Pendant ce temps, l'enquête policière a continué, en fait, en parallèle de ça, parce que, dans le fond, Anonymous, c'est bien beau, puis peut-être ce qui amène est vrai, mais bon, la police doit quand même faire sa vraie enquête et prouver, avoir des faits là, tangibles. Ils ont eu la collaboration, parce qu'on sait que tout s'est passé sur le web. Et on a beau essayer de couvrir leurs traces, parce que eux, les cappers, et donc Tyler Boo, étaient quand même assez habiles pour changer son identité, changer ses adresses IP, utiliser des proxys. C'est ça, ils savent c'est quoi un VPN, puis ils savent c'est quoi un proxy. Là. La police avait donc besoin de ces compagnies-là pour retrouver au moins une adresse IP, ou du moins savoir où rechercher, parce qu'on s'entend, là, l'Internet, c'est la planète, là, donc ça devient assez difficile de repérer le coupable. Exactement. Facebook ont été vraiment collaboratifs là-dedans. Ils ont écrit un énorme rapport de sécurité qui ont pu les amener à quelqu'un qui habitait aux Pays-Bas, en fait, en Hollande. Et même Skype est revenu avec les mêmes conclusions, dirigeant vers la même personne. Cet individu-là a pour nom Aydin Coban. C'est ce que Facebook et Skype
ont déterminé grâce à leur enquête apparemment que cet homme-là aurait plusieurs identités sur le web, que Tyler Boo, que Tyler C et aussi Alice McAllister seraient ses pseudonymes en ligne. Il est accusé d'avoir harcelé sur Internet et des dizaines de jeunes filles qui se retrouvaient aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège, aux États-Unis et au Canada. Il a fait l'objet de 72 accusations, notamment de production et détention de pornographie infantile, chantage, de la fraude et de la possession de stupéfiants. C'est quelqu'un qui avait un très lourd dossier dans ce domaine-là. On se rend compte que c'est un vétéran du monde des cappers et de la sextorsion en ligne. C'est en janvier 2014 qu'on va finalement, ici au Canada, pouvoir porter des accusations contre lui. Seb, de quoi on l'accuse à ce moment-là? Au Canada, il est accusé d'extorsion, de cyberprédation, de harcèlement criminel, de possession de pornographie juvénile, de possession de tels matériaux dans le but d'en faire la distribution. Avec ces charges-là, en fait, c'est suffisant pour envoyer Aiden Coban en prison. Il a tellement de charges contre lui qui fusent de partout dans le monde qu'il est tout de suite emprisonné le temps que son procès débute. En 2015, il va faire un geste quand même assez spécial, c'est-à-dire qu'il va écrire une lettre publiquement pour exprimer à quel point il est innocent dans toute cette histoire-là et qu'il n'a rien à voir avec le suicide d'Amanda Todd. Donc, il nous explique que justement, il éprouve des regrets face à ce qui s'est passé, mais qui est aucunement en lien avec ça, malgré le fait qu'il soit accusé par d'autres gouvernements de la même chose dans d'autres pays. Donc, ce sera un 2 ans vraiment où l'enquête va se poursuivre, où pendant tout ce temps-là, lui, il va rester en prison. Et on va, par le fait même, on va éliminer le premier suspect que Anonymous avait sorti à l'époque. Cody Maxson est alors exclu des suspects et vraiment, on se concentre sur Aiden Coban qui est en prison et qui attend son procès pour l'histoire d'Amanda Todd. Le 24 janvier 2017, en fait, cette année, le procès a enfin commencé d'Aiden Coban et le 15 mars, le verdict est tombé. L'homme de 38 ans a eu une sentence de 10 ans de prison. Il avait quand même passé 243 jours en prison depuis son arrestation. Il est arrêté, entre autres, pour fraude en ligne, chantage et pour avoir abusé, si on veut, de 34 jeunes filles et jeunes hommes aussi. Là, il y avait environ 8 garçons, je crois, entre autres des homosexuels, à laquelle il menaçait de dévoiler leur orientation à leurs proches. Cette condamnation-là, en fait, pour le préciser, c'est au tribunal des Pays-Bas. C'est vraiment pour les charges que le tribunal des Pays-Bas ont posées contre lui. Donc, ça inclut Amanda Todd, mais ça inclut aussi toutes les autres charges dont tu parles. Mais il n'a pas fini avec la justice parce que je sais que justement, il y a d'autres pays qui le poursuivent, dont le Canada, dans l'histoire vraiment plus précise d'Amanda. Oui, le Canada, en fait, ont 5 chefs d'accusation parce qu'actuellement, le juge des Pays-Bas a autorisé l'extradition au Canada pour qu'il subisse son procès au Canada. Donc, les 5 chefs d'accusation, là encore, c'est toujours la même chose. Là. Distribution de matériel pornographique, juvénile, chantage, fraude, etc. Donc, mais je me demande comment ils vont gérer ça. Je veux dire, le gars, il va faire son 10 ans de prison aux Pays-Bas. Mais pendant son procès, bon, j'imagine qu'il va être incarcéré au Canada. Est-ce que tu peux avoir 2 peines en parallèle? Est-ce que c'est cumulatif? Il y a toute cette question-là qui m'échappe, en fait, parce que, comme tu disais, parce que je pense que même les États-Unis veulent poursuivre. Il y a l'Angleterre, à un moment donné. Ben oui, il a fait des crimes en Norvège, comme t'expliquais, un peu partout. C'est une bonne question parce que c'est aussi un crime qui est vraiment de notre ère. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces crimes qui sont faits sur le web, toutes les arnaques en ligne que lui a pu faire? C'est difficile à gérer tout ça. Est-ce qu'il va passer le reste de ses jours en prison aux Pays-Bas parce que tout ça est cumulatif? Honnêtement, je serais curieux de parler peut-être à un criminaliste ou à un juriste à ce niveau-là parce que c'est un cas qui peut vraiment être complexe à gérer. C'est pas encore terminé. Ça a connu un dénouement récemment. C'est un peu pour ça aussi qu'on en a parlé. On trouvait qu'étant donné que ça faisait l'actualité, ça valait la peine d'aborder le dossier. Mais c'est pas encore tout à fait terminé. Quand est-ce que tout ça va se terminer? C'est une bonne question. On devrait avoir des nouvelles, je présume, cette année avec ce qui va se passer au Canada concernant vraiment l'affaire d'Amanda Todd plus précisément. Mais au moins d'ici là, l'individu en question est en prison, puis au moins... je présume qu'il n'aura pas accès à un ordinateur pour tenter d'extorsionner d'autres personnes.
L'avocat de Coben a mentionné quand même, après le verdict, qu'il voulait aller en appel contre plusieurs des jugements qui ont été effectués contre son client. C'est ce qui est drôle, en fait, qu'il clame encore son innocence malgré toutes les preuves. Et on le sait, la police, pour aller devant un juge, il faut avoir des vraies preuves tangibles. C'est drôle qu'il tombe un peu dans le déni, dans le déni, façon. Exactement. Ben, je comprends un peu son attitude, mais je ne sais pas en quoi. Qu'est-ce que ça va lui faire gagner d'avoir cette attitude-là? C'est sûr qu'il va sûrement vouloir enlever certaines charges. Est-ce que ça se peut que ça le fasse gagner du temps, tout simplement, qui pendant tout ce temps-là, il réussisse à gagner un peu de temps? C'est sûr qu'il est en prison maintenant, mais gagner un peu de temps entre les condamnations, bonne question. Mais c'est quelqu'un qui... c'est un peu triste pour lui aussi parce que à 35 ans, lorsqu'il s'est fait pogner, c'est quand même jeune aussi, puis il risque de passer... un bon bout de temps en prison. Il ne sera jamais accusé de meurtre, mais quand même, grâce à toute l'addition de ses crimes sexuels, puis sa possession de pornographie et tout ça, risque de faire en sorte qu'il va être en dehors de la société pour un bout de temps. Puis ils ont donné la sentence maximale pour ce genre de crime-là parce que c'était sans possibilité là, d'être libéré plus tôt parce que c'est un peu du jamais vu comme cas. Là. Mm-hmm. Donc, il y aura une justice pour Amanda Todd. C'est rassurant. On a été longtemps dans le noir, si on veut, sans trop savoir qui était ce Tyler Boo, où se retrouvait-il dans le monde, qui était la personne qui se cachait derrière ce visage-là. Donc, on peut se réjouir qu'on a enfin trouvé le coupable et qu'il y aura enfin justice pour Amanda. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de te poser, Seb, étant donné que t'es un jeune parent et que tu as une jeune fille aussi qui va peut-être un jour poster des vidéos sur YouTube, c'est comment on peut prévenir une situation comme celle-là? Comment on anticipe à l'avance? Comment on fait pour outiller son enfant afin d'éviter qu'une situation comme ça arrive? Oui, parce qu'il y a deux axes que je me questionnais par rapport à ça, parce que ma fille, elle est jeune encore, elle a 6 ans, près de 7 ans. Elle utilise l'ordinateur, le téléphone, mais c'est toujours sous ma supervision. Elle n'a pas les réflexes ou l'habilité de publier des choses en ligne sans que je sois présent. Il y a deux axes. Il y a l'enfant. En fait, il faut essayer de faire comprendre à l'enfant peut-être que tout ce qu'il peut faire en ligne, publier des photos et tout ça, que ça va rester à jamais, que l'Internet n'oublie pas. Exactement. Il y a cet axe-là. Il y a aussi l'axe du parent, en fait, qui doit s'outiller pour aller surveiller ce que l'enfant fait. Il existe quand même, aujourd'hui, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, les outils de contrôle parentaux sont quand même bien faits. Il y a moyen de gérer même ton Wi-Fi sur votre routeur de vos compagnies d'Internet. Directement dans le routeur, il y a moyen de mettre des plages horaires pour que le Wi-Fi fonctionne de telle heure à telle heure. Vous pouvez aller vérifier l'historique, mettre l'ordinateur pas nécessairement dans leur chambre à coucher. Je sais que souvent, ils ont des portables maintenant plus que des ordinateurs de salon. Donc, ça se déplace un peu plus facilement, mais quand même d'aller jeter un coup d'œil, d'exiger d'avoir le mot de passe de l'ordinateur pour aller un peu fouiller. C'est certain que ça demande un minimum de connaissances informatiques pour un peu aller voir ce que votre enfant fait. Je pense que c'est là aussi que le bas blesse. Pas juste, puis dans le tourbillon du quotidien aussi, les parents peuvent manquer de temps ou on n'y pense pas. Ça va vite. Donc, c'est ça. Faut vraiment être à l'appui. Et je vous dirais l'autre chose, d'essayer de discuter avec vos enfants de ce qu'ils font en ligne. Peut-être que par rapport à ça, ils vous cacheront pas des choses. Ah oui, parce qu'ils disent pas tout. On disait pas tout à nos parents à l'époque. Surtout pas à l'adolescence. Non, c'est ça. Puis eux, c'est sûr qu'ils disent pas tout, eux non plus. Faut être vigilant. Parfois, on a l'impression que tout ça arrive trop tôt. Je présume que les parents d'Amanda Todd pensaient pas qu'elle allait avoir des comportements comme ça dès l'âge de 12-13 ans sur Internet. Donc, à quel moment ça commence, la prévention? C'est difficile à évaluer. Mais je pense que tu touches un point en disant que d'éduquer ses enfants sur la permanence de ce qui est publié en ligne, déjà, c'est un bon départ. Puis par la suite, c'est aussi de faire en sorte que les comptes soient le plus privés possible, que l'Instagram soit privé, évidemment, le compte Facebook qui en est le moins possible. Je présume exiger aussi d'être ami avec eux sur ces comptes-là. Tu sais, faut pas que ça soit une compte, faut que ça soit impératif, que vous les suivez ou que vous soyez amis, au moins pour voir tout ce qui se passe aussi de votre côté. Parce que c'est toujours difficile d'éduquer son enfant là-dessus, spécialement son ado. Parce qu'à un certain point, on sait que ce qui est interdit peut être attirant d'une certaine forme. Donc, comment présenter tous ces éléments-là afin que tu passes pas pour le vieux père déconnecté? Le mononcle.
Exactement. Puis je pense qu'ils n'ont pas tous les outils à l'adolescence pour comprendre que quelque chose qui reste permanent. On peut le voir, là, souvent on le répétait, les gens en politique, dans 10 ans, j'ai bien hâte de voir maintenant tous les nouveaux candidats politiques, toutes les traces qu'ils ont laissées sur Facebook, Instagram, jeunes. Souvent, on le sait, là, pendant les campagnes électorales, ça sort, là, un jeune qui était sur une toilette à 18 ans pendant qu'il était dans le sud, tout nu. Qui n'a pas fait ça? Fait que il y a un peu ce truc-là qu'on est conscient qu'ils font, mais je suis pas sûr que même à l'adolescence, même si on leur explique, ils comprennent vraiment que ça va rester dans le temps. Ils ont 10-15 ans de vie. C'est cet aspect-là aussi que je trouve qu'il y a un intangible, il y a quelque chose qu'il faut accepter qu'on ne sera pas capable de tout contrôler, puis il faut simplement espérer que notre enfant ne tombe pas dans le piège de quelqu'un comme ça. Je crois aussi que l'histoire d'Amanda Todd a un peu éveillé les services policiers au niveau de l'intimidation, à quel point ça peut prendre des ampleurs inestimées au départ. Je pense que depuis cette histoire-là, les policiers sont peut-être mieux outillés pour intervenir lors d'une situation comme ça et plus à l'aise de collaborer avec Facebook, avec Skype, avec YouTube lorsqu'il le faut. Faut pas hésiter non plus à rapporter, rapporter des comptes. Il y a vraiment des gens qui reçoivent ça, les reports qui sont faits. Lorsqu'un même dans les jeux vidéo, on sait qu'on le voit souvent aussi, l'intimidation dans les jeux vidéo, il y a des outils de reporting qui existent, c'est important de les utiliser. Donc faut pas hésiter à rapporter même les acomptes qu'on voit sur Instagram, Facebook, Twitter et autres qui ont tendance à peut-être à être offensants ou à avoir des mauvaises pratiques. Faut pas hésiter à les rapporter puis de faire en sorte que ces gens-là soient connus des services policiers. Non, parce qu'ils ont des vraies équipes, là, des vrais êtres humains là, qui les gèrent et ils prennent vraiment ça au sérieux. Parce que je trouve que c'est un problème. Actuellement, je trouve que c'est le pire côté du numérique, en fait, toute l'intimidation. Parce que là, on parle des jeunes, mais il y a toutes les vedettes. Tout le monde, en fait, subit ou souffre, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont victimes d'intimidation parce que c'est tellement facile derrière un clavier de se mettre à insulter quelqu'un versus la vraie vie, dans la vraie vie. Là. On dirait que ça... Puis je sais pas, ces outils-là ont mené à une haine qui permet à ces gens-là qui faut être un peu... Je trouve que quelqu'un qui prend du temps juste pour dire qu'il t'aime pas, je trouve que déjà là, t'as un problème. Là. Soit que t'as pas assez de vie ou t'es pas assez occupé, là. Mais pour prendre cette énergie-là puis juste distribuer de la haine partout sans raison, je le comprends pas. Puis je trouve que c'est un malaise mondial actuellement qui devait exister, mais qu'on pouvait pas l'exprimer. Puis avec ces outils-là, ça permet ça. Là. Non, c'est vrai, on assiste à justement une avalanche d'opinions qui fusent de toutes parts. Puis avec l'opinion vient la critique, puis parfois justement on perd le respect, puis on se comporte plus comme des humains en fait. Par quel phénomène est-ce que tu peux tout d'un coup détester quelqu'un au point où tu vas aller écrire avec ton compte perso sur Facebook, sur son wall, à quel point tu le détestes ou que tu détestes telle vedette, telle personnalité, telle émission de télé ou tel produit. C'est assez crazy. Donc, faut pas hésiter à rapporter ces gens-là. Une des questions qui reste encore à mon futur enfant et à la tienne, Seb, en fait, on parle pas de l'enfant qu'on a ensemble, mais bien évidemment. On va l'annoncer dans un autre podcast. Oui, c'est ça. Mais que faire une fois que sa fille ou que son garçon est pris entre les mains de quelqu'un comme ça, comme Tyler Boo, en fait, comme Aiden Coban et tous ces cappers. Une fois que c'est fait, comment on peut sortir son enfant de cette situation-là? C'est un autre grand challenge. Oui, parce que Carole, qui était, je me permets de l'appeler Carole, la mère d'Amanda Todd, elle a fait tout ce qu'il faut dès le départ, hein, parce que dès les premières plaintes, ou du moins dès les premiers événements qui sont arrivés, elle est allée tout de suite direct à la police, et c'est la police qui a rien fait, en fait. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qu'on doit faire une fois... Mais, un peu comme on disait, je pense que la police est un petit peu plus réceptive, parce que là, si on remonte à 2012, oui, les réseaux sociaux avaient beaucoup de place, mais il y avait une certaine tranche de la population au niveau adulte, les parents étaient moins outillés que je trouve que 3-4 ans plus tard aujourd'hui. Là. Non, c'est vrai. Parce que oui, la police aurait peut-être pu faire quelque chose, mais en même temps, ça n'aurait pas empêché ses amis à elle de l'intimider sur Facebook puis de l'intimider à l'école. Moi, j'ai tendance à croire qu'en tant que père, une fois que le mal est fait, en fait, une fois qu'elle a montré sa poitrine
à la webcam et de voir à quel point elle tombe en dépression, moi, j'aurais tendance à lui dire, écoute, faut que tu acceptes le passé. Tu sais, prends pas ça trop au sérieux. L'adolescence, ça va se terminer un jour. Oui, il y a des gens qui vont t'intimider. On va aller voir les policiers, tout ça. Mais à quelque part, faut peut-être un peu dédramatiser le geste. Parce qu'au final, c'est une image, mais faut pas que tout ça nous amène à un suicide. Non, mais le problème, c'était vraiment que le clou, il y a toujours quelqu'un qui recognait sur le clou continuellement contre elle. En fait, dès qu'elle essayait un peu de changer d'environnement, mais automatiquement, elle recevait des nouvelles menaces. Les gens le savaient, c'est que elle était pourchassée. Elle avait vraiment le karma qui la suivait continuellement. Parce que même de dire, de faire abstraction de tout ce qui se dit, à moins qu'elle déménage sur une autre planète, on dirait qu'elle était encabanée, elle était prise dans son propre carcan, dans tout ce qu'elle avait laissé comme trace. Ça la suivait continuellement. Puis j'arrive même pas à croire, à comprendre comment qu'elle aurait pu se détacher de ça. Même comme je te disais tantôt, avant qu'on enregistre, je la comprends de s'être suicidée parce que ça devait être horrible. Ah oui. Ce qu'elle vivait continuellement. Puis imaginez, à 15 ans, t'es déjà vulnérable. Tout le monde est un peu plus vulnérable. Notre confiance en soi n'est pas bâtie comme un adulte mature qui a vécu des choses. Donc, imaginez le trouble. Sincèrement, puis le problème, c'est même pas elle, c'est pas ses parents, c'est les intimidateurs. Là. Parce que là, on en a arrêté un. Mais c'est un peu comme la drogue, si on veut faire un parallèle. C'est que tu as beau arrêter un vendeur de drogue, il y en a 15 autres qui vont repousser. Ben oui, exactement. Puis des cappers, il y en a plein, il y a une communauté. Donc, il faut que la police, puis je suis sûr qu'elle est plus présente, là, ils surveillent, c'est certain que je suis certain qu'il doit y avoir une présence policière plus importante. On le souhaite. Oui, on le souhaite, effectivement, mais même encore là, ces réseaux-là, ils doivent faire partie du dark web. Le dark web, c'est quand même caché, c'est quand même pas si simple que ça, même pour la police d'y accéder. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, pour autant des policiers que des parents, et tout ça tourne dans le rôle de l'éducation. Puis dès que votre enfant subit des menaces ou tout ça, peut-être ben dites-leur de jamais se montrer les parties génitales, point. Même, ça a l'air ridicule, mais même d'échanger avec les Snapchat, les captures d'écran se font, ou même avec on dit même des gens de cet âge-là, mais même des adultes subissent une certaine sextorsion ou même du chantage. Là, oui, carrément. Du chantage par des photos d'eux nus qui ont envoyé à leur conjoint de l'époque, puis à qui ils avaient confiance, mais que souvent après ça, ben là, il y a une rupture, puis il y a des gens je dirais malhonnêtes en fait, qui utilisent ça, puis après ça, ils répandent cette photo-là. Donc, si vous n'avez pas de photo de vous avec vos seins ou vos parties génitales, ben ça arrivera jamais. Exactement. Puis c'est pas vrai que Snapchat c'est éphémère, puis c'est pas vrai que vos stories sur Instagram ou sur Facebook c'est éphémère. Tu peux même s'ils bloquent, parce que sur iPhone par exemple, on peut pas prendre de capture d'écran de certaines applications, mais dites-vous que vous pouvez filmer votre téléphone aussi, tu sais, prendre une photo d'une photo. Oui. Donc c'est impossible. L'éphémérité, si on peut, pardonnez-moi si on peut utiliser ce mot-là, ça n'existe pas. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, Seb. Encore une fois, on va se tenir au courant des dénouements de cette histoire-là. C'est important d'en parler. C'est un gros sujet, la cyberintimidation. Si vous avez d'autres exemples et que vous voulez nous en faire part, vous pouvez le faire au distorsionpodcast.com. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Twitter, Distorsion Podcast. On est facile à trouver. Et bien, merci de nous supporter sur iTunes et Google Play. Est-ce que, Seb, tu auras un mot de la fin pour nous cette semaine? En l'honneur d'Amanda, ça va être « Stay strong ». Yes.